Je commence. Bonjour à tous. Merci déjà de me donner la possibilité d'intervenir dans ce colloque. Je vais essayer donc d'exposer quelques points d'éclairage sur cette question de la relation entre patrimoine et permanence des savoir-faire que j'ai pu extraire de mon travail de thèse. Donc je m'attache dans ce travail de recherche à étudier les relations entre les processus de patrimonialisation et de revitalisation des petites villes rurales dans un contexte général où ce qu'on appelle l'aménagement du territoire se retrouve mis en question. Donc on reconnaît ainsi aujourd'hui les déboires d'un processus d'urbanisation fondé sur l'étalement, au moyen d'une massification de constructions banales ayant fortement impacté les paysages, les écosystèmes ainsi que les équilibres sociaux. Donc la campagne s'est ainsi trouvée mitée et les centres anciens délaissés, pour résumer. Et ces conséquences ont alors fait naître la nécessité d'un changement de paradigme et l'État donc tente d'apporter une solution au travers de divers programmes de revitalisation qui cherchent à renforcer le rôle des centres anciens, des villes petites et moyennes, ayant une fonction de centralité sur le territoire. Donc ceci vise à revaloriser les centres anciens et à accélérer leur transformation au regard des enjeux contemporains, autrement dit à augmenter leur habitabilité. Donc ça implique un re-questionnement des protections patrimoniales qui protègent ces centres anciens et qui sont souvent accusés d'entraver ce processus, alors qu'à l'inverse, nous faisons ici l'hypothèse que la patrimonialisation, par le biais des connaissances qu'elle apporte sur le bâti et les garde-fous que mettent en place les règlements, constitue la base d'une réhabilitation durable, pérenne et de qualité. Donc nous allons voir quelques exemples afin de comprendre en quoi les réhabilitations encadrées par un outil de protection du patrimoine permettent-elles de maintenir des filières, des savoir-faire et plus largement des connaissances vernaculaires qui vont dans le sens d'une architecture durable. Merci. Donc ça c'était la problématique, on peut passer encore un peu plus. Oui. Donc, ces exemples sont issus du corpus de ma thèse, constitué de petites villes situées dans le Quercy et dans le Rouergue, engagées dans un programme de revitalisation et dont le centre ancien est protégé par un site patrimonial remarquable. Donc, le bâti vernaculaire dont il s'agit dans ce corpus fait allusion au tissu urbain des centres anciens, que Ruskin qualifiait déjà d'objet patrimonial intangible. Et donc celui-ci est constitué en grande partie d'habitations dont les typologies peuvent varier. La plus récurrente, d'origine médiévale, présente un commerce en rez-de-chaussée, souvent maçonné en moellons de pierre, surmonté d'un ou plusieurs étages d'habitation en pierre ou en pan de bois. Alors cette proportion de pierre et bois peut varier selon les constructions. Il est possible de retrouver au dernier étage souvent un pigeonnier, un grenier ou un soleilloux dédié au stockage et au séchage des marchandises. Certaines habitations plus éloignées des rues commerçantes présentent parfois un rez-de-chaussée de cave et une habitation accessible par un escalier extérieur marqué d'un perron que l'on appelle le bolet. Donc également, les pans de bois sont complétés par des matériaux de remplissage tels que le torchis, la brique ou le tuf, et les enduits à la chaux viennent protéger ces pans de bois ou masquer les maçonneries disparates dans certains cas. Et en ce qui concerne les toitures, elles sont souvent constituées en majorité de tuiles plates ou de tuiles canal en terre cuite principalement. Voilà, merci. Donc le terme de vernaculaire est souvent relié et interrogé au prisme des enjeux environnementaux qui mettent en évidence ses qualités écologiques. Ici, nous nous intéresserons au rapprochement que Jacques Lucan fait de ce terme vernaculaire avec les notions d'habiter et de bâtir développées par Heidegger. Donc en ce sens, l'architecture vernaculaire des centres anciens peut être qualifiée au prisme des types qui y sont développés et par les liens que ces types entretiennent avec leur milieu, c'est-à-dire la production de matériaux, les principes constructifs, les dispositifs spatiaux et avec également la société qui les édifie. Donc il s'agit aussi de la question des savoir-faire et des modes de vie. Donc dans un premier temps, nous allons évoquer la question de la filière des filières de matériaux. Donc pour cela, nous allons partir de l'exemple de Bretenoux. Nous pouvons voir sur cette diapo donc, une illustration de la filière pierre avec une carte donc, dont les acteurs mis en évidence sont ceux qui ont participé à la restauration des remparts. Donc on peut noter la présence de 3 carrières de pierre encore en activité à proximité ainsi qu'une micro-carrière qui a aujourd'hui été fermée, dont étaient extraits les pierres du chantier en question. Et les teintes, il faut savoir que les teintes de pierre diffèrent légèrement en fonction des carrières. Elles sont tantôt plutôt jaunes ou plutôt grises et que donc c'est ce qui va définir le choix de la carrière.
Ici, donc, c'est un projet vraiment très local puisque la carrière, les tailleurs de pierre et l'entreprise de maçonnerie ainsi que l'architecte qui a travaillé sur le projet sont tous situés à moins de 25 km du chantier. Donc voilà, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Par ailleurs, en ce qui concerne donc la filière bois, les entreprises ont la possibilité au sein de ce territoire de mettre en œuvre plusieurs essences de bois local repérées sous le label BTMC, donc Bois du territoire du Massif central. Il s'agit donc d'un label qui garantit la traçabilité du bois, ici d'une gestion durable, qui certifie des entreprises affiliées à ce label. Proche de Bretenoux, on va retrouver une entreprise qui fait toutes sortes de réalisations en bois, charpente, construction, aménagement, dans une commune voisine. Et à moins de 20 km au sud, on retrouve également une série qui est certifiée, donc qui permet d'avoir à proximité les moyens d'intervenir avec du bois local. Si j'évoque cela, c'est parce que la mise en œuvre d'essences de bois local est parfois exigée par le règlement du SPR dans le cadre de certaines réhabilitations de la bastide. Donc cela concerne souvent les menuiseries. Et ces règles et les décisions qui en découlent semblent donc pouvoir permettre de maintenir des savoir-faire et des filières locales précieuses concernant les entreprises qui exploitent ces ressources, celles qui les transforment et qui les mettent en œuvre. Et ce qui permettrait peut-être d'espérer ou d'envisager une forme d'extension de la protection des centres anciens à la protection des conditions de leur réhabilitation, incluant une politique sur les sites de ressources, sur la valorisation du tissu d'entreprises qualifiées, le développement de la formation et la médiation auprès des porteurs de projets. Donc le maintien de ces filières et l'existence d'une commande liée à la réhabilitation du bâti ancien a également permis la spécialisation d'artisans qui ont aussi ajouté aux connaissances ancestrales de nouvelles techniques respectueuses du bâti ancien, telles que par exemple le béton de chambre, si on peut passer à la suivante. Donc c'est le cas notamment d'une réhabilitation à Saint-Antonin-Nobleval. Les maçonneries de pierre ont été doublées de béton de chambre, recouverts ensuite de différents enduits en fonction des pièces, tantôt à base de chaux ou à base de terre. Donc c'est ainsi que les villes que j'ai pu étudier dans le cadre de la thèse semblent avoir bien compris l'intérêt de maintenir un tissu d'entreprises qualifiées pour faciliter la réhabilitation des centres anciens de manière qualitative. Les villes de Figeac et Villefranche-de-Rouergue, par exemple, tiennent à jour un recensement des entreprises et jouent le rôle d'intermédiaire avec les porteurs de projets ou avec les architectes qui interviennent dans le cadre de ces projets. Ensuite, parce que la question de l'architecture bas carbone ne se règle pas uniquement à l'échelle de la paroi et au regard du matériau utilisé, il semble aussi pertinent de s'intéresser au savoir-faire et connaissances vernaculaires liées à la typologie et aux dispositifs spatiaux qui traduisent souvent une compréhension fine du milieu et rendent compte d'un mode de vie en cohérence avec celui-ci. Si on peut passer. Merci. De plus, dans une perspective de réhabilitation, nous allons voir comment ces connaissances peuvent entrer en résonance avec nos exigences de confort contemporain. Donc nous allons pour cela aborder 3 exemples. Le premier exemple est celui d'une réhabilitation à Figeac qui comprend 3 entités. L'une d'entre elles est une maison de la fin du XIXe siècle et pour les 2 autres, il s'agit de 2 petites maisons médiévales traditionnelles avec des boutiques installées dans un rez-de-chaussée en pierre, surmontées d'étages en pan de bois avec un soleilloux au dernier étage. Et c'est à ces 2 entités qu'on va plus précisément s'intéresser. Donc elles ont été transformées en 2 duplex. La complexité de l'opération fut liée à la nécessité de rehausser le rez-de-chaussée de 1 mètre jusqu'à la côte du PPRI, car on se situe ici dans une zone inondable, proche du Célé. Donc ici, les 2 duplex profitent des 2 portes d'entrée, l'une côté rue pour le premier duplex et l'autre côté place pour monter à l'étage pour le deuxième. On remarque que le séjour du premier duplex, situé au rez-de-chaussée, a été mis en lien avec la cour, constituant son espace extérieur privatif, tandis que les parties jour et nuit du deuxième duplex ont été inversées afin de mettre en lien le salon avec ce soleilloux. Donc on remarque également que chaque espace profite d'une lumière naturelle et de vue au moyen d'une double, voire même d'une triple orientation. Ces 2 duplex tirent ainsi profit de la typologie d'origine et des dispositifs d'entrée, de cour, de soleilloux et de vue organisés par cette architecture vernaculaire et réinterprétés au regard des exigences de confort actuelles.
On peut citer un autre exemple à Saint-Antonin-Nobleval. Dans ce cas, la problématique fut que le dernier étage ne bénéficiait pas d'assez de lumière pour en faire un logement convenable. Donc l'architecte a ainsi convenu de la possibilité de créer un soleilloux avec l'architecte des bâtiments de France. Ainsi, cette création, issue d'un principe vernaculaire répandu dans la ville, a permis d'aménager un logement de qualité. La création de ces espaces extérieurs que l'on appelle des soleilloux est devenue à Figeac presque un réflexe donc dans les projets de réhabilitation grâce à l'appui du règlement SPR qui met en relation l'apport en termes d'habitabilité et le maintien de traditions constructives. Et enfin, à Caylus, on observe un autre dispositif qui permet de maintenir un savoir-faire constructif. Alors, il s'agit des jardins en terrasse délimités par des murets de pierre. Donc, la valorisation de ce dispositif, engagé par le maire du village qui organise leur restauration, se poursuit désormais par le biais du document SPR qui en concrétise la patrimonialisation. Ce regain d'intérêt pour les jardins en terrasse vient également rejoindre un enjeu de ce bourg très dense qui est de permettre aux habitants de jouir d'un espace extérieur. Enfin, je souhaitais aussi appréhender la question du réemploi. Si on passe à la suivante. Hérité donc d'une longue tradition rurale et faisant partie intégrante de l'histoire constructive des centres anciens de ces petites villes. Cependant, si le réemploi a longtemps été chose commune, dans un souci d'économie de moyens, la question des assurances est venue perturber cette pratique. Cependant, en ce qui concerne le bâti patrimonial, le réemploi n'a jamais réellement cessé. Dans la plupart des cas, les entreprises qui interviennent régulièrement sur ce type de bâti ont l'habitude de stocker dans leurs dépôts certaines pièces déposées ou issues de démolition pour les réemployer sur d'autres chantiers. Cela peut concerner des poutres en bois, des corbeaux, des pierres, des tuiles, des pavés, etc. Aujourd'hui, on voit quand même se structurer des réseaux permettant de faciliter cette pratique dans sa dimension légale et au point de vue des assurances, mais aussi dans sa dimension logistique. Dans la réhabilitation de Saint-Antonin-Nobleval, qu'on a déjà abordé, on peut voir plusieurs exemples de réemploi, tels qu'une porte d'entrée qui a été mise en œuvre par un menuisier qui l'a adaptée aux mesures et créé un joint afin que celle-ci devienne étanche à l'air, enfin le plus possible. Et de même, les tommettes au sol sont également issues du réemploi, ainsi que certaines poutres de la charpente. Et donc pour conclure, grâce à tous ces exemples, nous pouvons apprécier la relation faite entre patrimoine et habité contemporain, qui semble naître d'une compréhension des relations vertueuses entre les hommes, leur mode de vie et le milieu qu'ils habitent, au prisme des modes constructifs et des savoir-faire qu'ils y développent, tels que le suggérait déjà Heidegger dans son manifeste « Bâtir, habiter, penser », et que c'est ainsi dans cette approche que le vernaculaire a encore bien des choses à nous apporter.